Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast garage vroom, vroom, avec Flavie, Garnier, Brillant, Garnier, je ne sais plus comment te présenter, ma chérie. Tu peux dire Flavie. D'accord, et bien avec Flavie. Flavie, ça va, la pêche, la patate, la forme? La forme, la patate, la pêche. Nous sommes également avec Fabien Hildwein. Fabien, ça va, la pêche? Salut Rome. Et puis nous sommes en duplex. C'est pour ça d'ailleurs, chers auditeurs, que vous aurez ce son un peu étrange aujourd'hui. En duplex avec Cédric Kersao par téléphone. Cédric, ça va, la pêche? Ouais, la pêche, j'ai pris quelques frites avec mon lance-plasma. Ouais. D'accord, et ben très bien. Alors, un petit podcast sur le propos, le concept de propos, comment favoriser, comment mettre en œuvre, comment mettre en avant votre propos dans un jeu. C'est le moment où je fais ma naïve. C'est quoi le propos? Eh bien, Fabien, tu vas nous donner une définition. Tu es le maître de la définition sur la Ouais, cellule. alors ça va être un peu difficile parce que le propos, c'est une notion qui est à la fois très abstraite, très complexe. Moi, je propose de commencer à donner des œuvres sans propos. Et qui en plus est à mon avis très importante parce que des œuvres sans propos. Ah, je pense que c'est vraiment difficile à Cherche trouver. un peu dans les bouses hollywoodiennes, je pense que tu vas en trouver 2-3. Sont des Prince œuvres. of Persia, Prince of Persia, le jeu vidéo, pas le jeu vidéo, hein, le film. le film. Le Ouais. film où tous les Arabes sont joués par des Américains qui ont beaucoup bronzé. Non, mais on va peut-être essayer de donner des exemples de propos dans des œuvres qu'on connaît bien, par exemple nos jeux de rôle. Ouais. Par exemple, le propos dans Monostatos, donc dans mon jeu, c'est de dire, Fabien. c'est d'inviter les joueurs à réfléchir sur une vie plus authentique, moins standardisée, plus libre, moins contrôlée. Donc avec une plus grande, inviter à s'interroger sur la rébellion dans un monde où le confort, l'autorité s'est répandu partout. J'en ai un avec un propos nul. C'est-à-dire Anima. Crocodile. Anima, le propos, c'est de jouer des gens qui ont du style. ouais. Ah, c'est pas C'est exactement. pas exactement ça. c'est pas exactement je- le propos. non. Alors, Ce serait quoi le propos dans Sens, Rome, par exemple? je pense que le propos de Sens, c'est de faire en sorte qu'on réalise la dimension philosophique des métaphysiques, je dirais, de notre existence et des questions qu'on se pose au quotidien. Et même du jeu de rôle lui-même. Le en fait. propos, ouais, et même du jeu de rôle lui-même. Le C'est-à-dire propos de Sens, ce serait de montrer que le jeu de rôle classique permet de faire de la métaphysique sans se prendre la tête. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, la difficulté du propos, c'est que c'est inclus dans les objectifs du jeu, mais tous les objectifs du jeu ne sont pas un propos. Par exemple, dans Sens, on joue un des objectifs du jeu, c'est de jouer de la science-fiction avec une certaine esthétique, etc., etc. Ça n'est pas le propos du jeu, ça n'est pas ça. D'accord. Dans Prosopopée, par exemple, donc le jeu Quel est le propos de Frédéric Sintès? de Frédéric Sintès. Bon, alors la difficulté, c'est que souvent il y a plusieurs propos aussi dans une œuvre. Il y a un propos sur le jeu de rôle lui-même, un propos sur l'existence de manière générale, et puis un propos sur des thèmes plus particuliers au jeu. Bon, il y a un thème qui revient toujours dans Prosopopée, c'est l'écologie. C'est-à-dire inviter à réfléchir à la place de l'être humain dans le monde. Il y a un propos sur le jeu de rôle aussi, parce que c'est quand même un jeu qui dit, ben voilà, on peut faire un jeu de rôle dans lequel il n'y a pas de violence, ou dans lequel le drame est très limité dans l'ensemble, et dans lequel on se fait des cadeaux en fait. On n'arrête pas de se faire des offrandes les uns aux autres. Alors, est-ce que tu serais d'accord, Fabien, pour cette définition qui est que le propos, c'est un message, une intention de l'auteur dans un jeu? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement le propos, c'est ce qui répond à la question: qu'est-ce que l'auteur a voulu faire passer à travers les mécaniques, l'univers, à travers son jeu en Oui. fait, son jeu de rôle. Mais il faut affiner un petit peu cette définition est juste, mais il faut l'affiner un peu pour éviter des contresens, Ouais. dans la mesure où le message, dans la propagande,
Ouais. par exemple, le support n'existe que pour le propos. Ok, il n'y a pas de liberté des personnes à réfléchir sur ce message. Il n'y a pas de jeu. Je pense pas qu'on puisse inventer un jeu de rôle propagandiste. En tout cas, ça me semble très Je pense que difficile. ça doit Bon, pouvoir être fait. c'est un autre débat. Ouais. c'est un autre débat, mais alors que dans une œuvre qui puisse mériter vraiment ce terme au sens le plus noble, le propos est à la fois un message, parfois une problématique, mais pas systématiquement, sur laquelle ceux qui reçoivent le jeu peuvent jouer, peuvent interpréter dans un film. Tu veux dire en fait que le propos dans un jeu de rôle laisse quand même une liberté aux joueurs d'expérience du propos, c'est ça? Voilà. Alors que dans la propagande, le propos est imposé, un peu inculqué. Alors C'est que ça. dans un autre, le propos est appris au sens où on joue avec et On peut s'interroger dessus. Cédric, est-ce que tu vois mieux maintenant ce que c'est que le propos? Parce qu'avant, en préparation du podcast, tu ne disais pas très bien voir ce que ça signifiait. Ouais, non, aucun souci, c'est bien ça que je m'attendais, donc... Parce que Donc ok, démarrons le débat. D'accord, ok. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que un jeu de rôle peut avoir un propos, sachant que en général, un jeu de rôle c'est un livre écrit en vue de partie, transmis à un meneur de jeu. Je peux pas, un jeu de rôle classique, pardon. Transmis à un meneur de jeu qui va forcément le transformer à sa sauce. En prendre possession, en faire une interprétation. Est-ce que du coup, par exemple, est-ce qu'on peut pas, alors bon, Monostato c'est pas vraiment un jeu de rôle classique, mais est-ce qu'on peut pas, même pas du tout, donc mauvais exemple. Mais par exemple, est-ce qu'on peut pas faire dire à Vampire la Mascarade des propos différents de ceux de ces créateurs? La difficulté d'un jeu de rôle traditionnel du point de vue du propos, c'est qu'il y a deux créateurs en fait. Il y a le créateur du jeu et le créateur du scénario, qui est souvent le meneur de jeu. Oui. C'est-à-dire que comme il amène énormément de choses et qu'il a énormément de pouvoir sur le jeu, puisque la définition donc d'un jeu de rôle traditionnel, je le répète, c'est un jeu dans lequel le meneur a le dernier mot sur tout, y compris les règles. Il y a comment dire, je dirais que c'est au meneur de jeu de voir s'il exploite ou pas certaines possibilités données par le jeu. Si on prend un jeu comme auquel j'ai jamais joué, donc je m'aventure un peu en terres inconnues, mais comme Cyberpunk par exemple. En fait, si, j'ai déjà joué à Cyberpunk en y réfléchissant. Mais bref, toujours est-il que c'est un jeu donc dans lequel il y a un propos qui est assez fort et qui est proche de celui de Monostatos, d'interroger la vie dans un monde d'hyper-contrôle, hyper-standardisé. Le même que celui de Shadowrun, finalement, qui reprendra la thématique... Oui, c'est vrai. Shadowrun, il y a en plus des thématiques de fantasy qui s'ajoutent à ça. Ouais. Et donc là, par exemple, un meneur de jeu peut ou pas exploiter ce potentiel qui existe dans le jeu. Mais en jouant à des jeux qui ont un propos pas très évident, comme pas des jeux de rôle de Medfan, mettons Warhammer, on peut amener aussi, le meneur de jeu peut aussi amener dans ses scénarios des choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a le propos d'une partie et il y a le propos du jeu en général. Tout à fait. Et c'est ça le problème dans le jeu de rôle classique, c'est que le meneur amène son propre propos en fait avec lui aussi. Et donc, je pense que ça dépend aussi les jeux, parce que dans un jeu de rôle comme Shadowrun, si tu ne traites pas le propos de qu'est-ce que ça fait de vivre dans un univers qui est hyper contrôle, d'autant que le système de jeu est quand même très contrôlant. Je veux dire, tu peux pas faire ce que tu veux. Il est très présent. Technique. Tu veux dire, ce sont des mécaniques très techniques. Et c'est aussi, on devient des sortes de petits rouages dans une sorte de grands rouages. Et je pense que c'est difficile quand on applique vraiment le système de Shadowrun et quand on a vraiment lu l'univers, c'est difficile de pas traiter ce propos-là. Dire on va pas traiter de l'amour universel dans Shadowrun, ça me paraît un peu étrange. Si, mais je pense que c'est possible, mais ce sera teinté par un certain type de thématique et d'esthétique. Ouais, ce sera, je sais plus comment s'appelle ce film. C'est un film de George Lucas, c'est pas 1980, je ne sais plus quoi. Non, mais oui, je vois de quoi tu veux parler. Ouais, celui où tout le monde est en combinaison blanche et où on n'a pas le droit de s'aimer comme on veut, et au final les deux personnages principaux n'ont de cesse que d'essayer de se retrouver
retrouver au final pour s'aimer, alors qu'on est dans un truc hyper standardisé où chaque être humain est un outil technique. C'est le thème aussi d'un jeu comme d'un film comme Equilibrium ou comme en fait le thème de l'amour revient souvent dans les jeux, dans les œuvres. Comment dire, oui, mais même dans Shadowrun, en fait, ce sera juste un moyen pour montrer qu'on est encore une fois de la technique ou qu'on est des rouages d'un grand tout et qu'on est dans une société hyper contrôlée. Alors, est-ce que Cédric, pour toi, le propos d'un jeu, de qui il dépend finalement? Est-ce qu'il dépend plus du meneur ou de la base? Est-ce qu'il dépend plus du meneur ou de l'auteur? Sur ce point du meneur, de l'auteur et du propos, qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Ouais. Tu nous entends? Problème de réseau. Ouais. Ouais. Alors non, je suis entièrement d'accord avec Fabien. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends très bien. Pas de problème. Donc je suis entièrement d'accord avec Fabien avec le double propos. On pourrait même dire qu'il y a un triple propos si on sépare celui qui a créé le scénario et celui qui va mener le jeu. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut. Ce qui apparaît concrètement dans la partie. Oui. S'approprie le jeu de rôle, mais le maître de jeu peut également s'approprier un scénario. Il peut y avoir une triple vision. Mais quoi qu'il arrive, peu importe le jeu de rôle, même si on peut considérer que c'est le jeu le plus débile au monde, ou le plus simpliste au monde. Après, je vais prendre Donjons et Dragons, donc désolé pour les puristes. Mais c'est pas si simple que ça, tu sais, Donjons et Dragons. De quoi ? C'est pas si simple que ça, en fait. Il y a une vraie réflexion sur le jeu de rôle dans Donjons et Dragons. Dans Donjons et Dragons, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur le jeu de rôle. Mais bon, c'est un autre débat. Mais bien sûr, mais je parle du... Comment dire ? C'est surtout que c'est pas le genre de jeu de rôle que Seth tu affectionnes. C'est cliché, c'est caricatural, quoi. C'est pas si caricatural que ça, mais je pense que c'est pas du tout ton style de jeu, surtout. Ouais. C'est pas avec ça que tu t'éclates, toi, Seth. Bon. Admettons. Mais peu importe le jeu de rôle, de toute façon, je vais forcément y mettre un propos dans la mesure où je vais poser un univers. Dans cet univers, il y a forcément des choses qui vont... comment dire ? Des thèmes. C'est la vision de l'auteur. Des lectures. Totalement. Donc si je pose, par exemple, un jeu où je vais incarner un archétype comme Conan le Barbare, va forcément falloir que... forcément, pas forcément, mais je vais certainement avoir... des clichés comme des filles voleuses qui vont se balader en petite tenue, ce genre de trucs, donc un climat assez sexiste. Donc après, enfin voilà, c'est fatal qu'il y a un propos qui est déjà tenu, même s'il n'est pas volontaire de la part de l'auteur. Ça, je suis d'accord. Et alors, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que très bien. J'aime beaucoup l'exemple de Conan le Barbare parce que dans l'œuvre de Howard, il y a un vrai propos sur la civilisation, c'est-à-dire que les êtres qui est un propos assez réactionnaire, qui est de dire la civilisation corrompt les êtres humains, elle les affaiblit, alors que les vrais humains puissants vivent en dehors. Et quand je dis humain, je pense que tu veux dire qu'il y a déjà une dimension monostatos dans Conan le Barbare. Il y a quelque chose comme ça, oui. Non, mais la Sword and Sorcery. Et ce que je trouve, enfin, ce qui est à la fois terrible et bon, d'une certaine manière assez intéressant, c'est que dans beaucoup de la culture geek reprend beaucoup d'œuvres et les vide de leurs propos. C'est l'exemple, par exemple, de toute l'œuvre de Lovecraft, où il y a quand même un propos qui est terrible énorme, derrière, ouais. Qui est que la réalité est complètement absurde, qu'elle est guidée par des forces qui sont complètement inhumaines, qui vont nous détruire, qui d'ailleurs se plongent dans toute une tradition philosophique qui remonte jusqu'à Arthur Schopenhauer, donc des trucs vraiment puissants intellectuellement, et malheureusement, souvent, les Cthulhu, c'est traité comme un gros monstre à tentacules, un espèce de mème, de cliché qui c'est devenu un peu cliché, alors que pourtant la dimension en fait métaphysique, l'homme piégé entre des infinis dont il ne maîtrise rien, le fait que ce soit juste un misérable insecte à l'échelle de ce qui des vrais dieux ou des grands anciens. Et c'est pareil pour l'exemple de Conan le Barbare qu'amenait Cédric. Conan le Barbare, c'est extrêmement intéressant comme propos dans l'œuvre de Howard,
Mais c'est vrai pour Tolkien aussi. Chez Tolkien, regarde, les elfes chez Tolkien, c'est quand même des êtres qui sont capables de ressentir la musique du monde dans les vagues de la mer. Donc ils continuent à voir cette musique, et c'est pour ça qu'ils sont très contemplatifs envers la nature, parce qu'ils sont c'est des enfants de Ilúvatar, donc du dieu originel. Alors que les nains, par exemple, pourquoi les nains aiment tellement l'or et les choses qu'ils fabriquent? Parce que eux-mêmes ont été fabriqués par un dieu inférieur, et que, étant donné qu'ils ne sont pas, ils sont pas finis, ils n'ont pas la perfection des enfants d'Ilúvatar, ils ne peuvent aimer que des choses qu'ils fabriquent. Alors évidemment, les elfes et les nains, quand tu vois ce que ça a pu donner pourtant dans d'autres œuvres qui sont excellentes, hein, de médiéval fantastique. Donc en fait, dans l'univers, déjà en fait, on trouve des propos et propres à chaque espèce, chaque civilisation décrite, par exemple, dans un univers très vaste où ce sera tout un monde. Ou même les enjeux de l'univers. Et donc, en fait, alors ce qu'on dit là, c'est que... on pourrait même aller plus loin sur les elfes, et si vraiment tu veux y voir une dimension politique, c'est tout à fait possible. Si t'es un fasciste, tu peux dire que les elfes, c'est la race supérieure, et que les autres... C'est pas sûr que Tolkien y ait mis Non, il y a pas mis ça, malheureusement. On disait que les maîtres de jeu... on peuvent avoir leur vision. Ce sera pas masterisé de la même façon si on a un amoureux de la nature qui veut nous dire qu'il est important d'essayer d'écouter l'âme du monde, et ce sera pas la même façon de jouer les elfes que si on a Hitler qui décide de faire un scénar, quoi. C'est vrai que dans une œuvre, il y a toujours une part d'interprétation qui est laissée. Dans une vraie œuvre, donc quand c'est pas de la propagande, il y a toujours une part d'interprétation qui est laissée au receveur. Et c'est vrai que ça nous met, dans le jeu de rôle traditionnel, ça met le point sur un truc qui est intéressant, qui est que le meneur est à la fois receveur et producteur. Ouais. C'est une position qui est très particulière, et c'est pour ça que c'est une place tellement importante dans le jeu de rôle traditionnel, le meneur, parce que il a une double position. Ouais. Mais je pense que si c'est un avis, hein, maintenant. Je pense que si le propos est bien expliqué dans le livre de jeu, le maître de jeu aura du mal quand même à pervertir la pensée de l'auteur. Ou alors s'il le fait, il le fera de façon consciente, quoi. Ouais, donc pour un créateur de jeu, mettre des propos dans son univers n'est pas suffisant. C'est-à-dire créer des civilisations qui portent en elles des propos par. Donc, il y a plein d'autres manières que des civilisations. Mais là, c'est comme ça qu'on l'a décrit jusqu'à maintenant. Ouais, donc c'est vrai. Voilà, je me contente de reprendre ce que vous avez dit. Hein. C'est le rôle d'un animateur de podcast, en fait. Donc, tu vois, tu m'as fait perdre le fil. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors, pour le jeune créateur de jeu, expliquer le propos à travers des civilisations, des descriptions de civilisations dans son univers n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de transmettre ce propos. Voilà. Et Fly disait faire une petite note dans son jeu où on explique ce qu'on a voulu dire. Ben c'est peut-être pas mal, parce que du coup on pourra pas. De toute façon, rien n'empêchera un maître de jeu de reprendre le propos comme il le veut, mais au moins l'auteur aura expliqué ce que lui pensait. Et je pense que c'est intéressant. Et puis par ailleurs, ce qu'il y a aussi, c'est que simplement pour vous, amis créateurs et créatrices de jeux, quand vous écrivez votre jeu, écrire le propos, c'est-à-dire les messages qui vous intéressent, les thèmes qui vous intéressent, c'est extrêmement utile pour vous-même, parce que ça vous permet de mettre de la cohérence. Alors moi, ça m'a été utile dans Monostatos, d'une part parce que ça m'a permis de mettre de la cohérence dans mon univers. D'un seul coup, j'ai compris pourquoi j'avais envie de mettre des déserts, parce que le désert, ça renvoie à une société dure, souffrante, etc., etc. Donc, d'une part, ça permet de donner de la cohérence à votre jeu, ce qui est essentiel. Et par ailleurs, ça permet ensuite de faire émerger d'autres trucs, de se dire, si je vais dans ce propos, si j'essaie de comprendre ce que je veux dire, soit sur la réalité, soit sur la société, soit sur la métaphysique, soit sur le jeu de rôle lui-même, etc., etc., ça permet ensuite d'ouvrir d'autres possibilités du jeu qu'on pouvait ne pas avoir vues au départ. De toute façon, le but de ce genre de notes, je pense, n'est pas d'être exhaustif, mais c'est de parler de ce qui nous a touchés quand on a créé le jeu. Tout à fait. Et je pense que, loin d'enlever de la liberté, je pense que ça montre ce que l'auteur a voulu faire. Ensuite, excusez-moi, libre à des maîtres de jeu d'en faire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est le principe d'un livre de jeu. Mais je pense que c'est intéressant en tant qu'auteur
de préciser ce qui nous a touché quand on a créé ça. Et moi, en fait, j'avoue que si j'avais eu ça quand j'ai découvert Dogs in the Vineyard de Vincent Baker, par exemple, ça m'aurait aidé à mieux comprendre le jeu. Dans Dogs in the Vineyard, le propos est une problématique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, ça, il va falloir que tu nous expliques ça. Ouais, la différence propos-problématique. Ok. Alors attends, vas-y, continue ton exemple. D'accord. Le propos est une problématique et la problématique s'exprime sous la forme. Puis-je utiliser la violence ? Jusqu'à quel point puis-je utiliser la violence pour faire valoir mes convictions ? C'est le cœur du propos de Dogs. Et alors, est-ce que vous voulez que je parte tout de suite sur propos problématique ? Propos problématique, ouais, je veux bien. Et puis Ok. Après, j'ai plein de questions à poser parce qu'il faut suivre un plan quand même. D'accord, tu veux suivre un plan. Okay. Bah, il va falloir. Sinon, on part dans tous les sens. À moins que tu aies quelque chose. De... Non, je te fais confiance. Ouais. Propos problématique alors. Une problématique, c'est le fait qu'il y ait un paradoxe ou une contradiction dans le jeu. C'est le fait qu'il existe un dilemme. Et ça, c'est valable pour tous les jeux à... Narration partagée. Non, pas narration partagée. Qui soutiennent une démarche créative narrativiste. Pardon, excuse-moi. Donc ça c'est essentiel. Il y a toujours un dilemme du genre est-ce que j'abandonne mes convictions ou est-ce que je sors mon flingue ? Ça c'est Dogs. Justement. Alors qu'il y a d'autres jeux comme par exemple Prosopopée, dans lequel il y a, ou même Sens d'ailleurs, dans lequel il y a un propos mais qui n'est pas une problématique. Le propos dans Prosopopée, c'est quelque chose du genre quelle est la place de l'univers, de l'homme dans l'univers. Donc ça c'est un propos sur la réalité, et puis il y a des propos sur le jeu de rôle dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. D'accord. Alors Cédric, toi qui es je sais pas un activiste que je cherche, c'est un militant, voilà. Toi qui es un militant, est-ce qu'il t'arrive dans tes parties justement de défendre des propos politiques dans les parties que tu crées, dans les scénarios, dans toutes ces choses? On parle encore du jeu de rôle classique là pour l'instant, puis après on fera une deuxième partie sur les jeux de rôle non classiques. Est-ce qu'il t'arrive quand tu crées des scénarios de mettre des propos dans tes scénarios? Ça c'est la première question. Alors donc je vais y répondre. Alors oui, il m'arrive de mettre des propos. Alors je m'appuie généralement. Ça résonne pas trop, tu m'entends bien là ? Non, je t'entends bien. Pourquoi t'as des problèmes avec le son ? Ouais, je vous entends pas très bien en fait. Ouais, c'est chiant, ouais. Donc je mets toujours du propos dans mes jeux de rôle, dans mes scénars. Ouais. Voilà, alors ça peut être des propos littéraires, des propos historiques. Par exemple, il m'arrive d'utiliser Shakespeare ou Victor Hugo dans mes scénars. Il m'arrive d'utiliser des propos historiques. Ouais. Comme je m'appuie sur Robespierre et Saint-Just, mais ça j'en parlerai dans les jeux classiques. Ouais. Ce genre de choses. Donc oui, il y a toujours du propos culturel en tout cas. Alors donc ce qui est intéressant, c'est que la façon dont toi tu transmets du propos dans tes parties, c'est par des références, c'est-à-dire des citations et des... C'est ça ? C'est-à-dire que tes personnages vont citer des gens qui ont eux-mêmes défendu certains propos. Est-ce que je te comprends bien ? Oui, c'est ça. Mais en fait, ce que j'offre aux joueurs, c'est une certaine vision du monde. Mais je leur propose plusieurs visions, sans forcément, et là je vais répondre du coup à ta question par rapport aux propos militants. Ouais. Je ne leur propose pas de vision, dirigiste. Le but du jeu, c'est bien de leur proposer plusieurs visions, et eux font le choix. D'accord, ouais. Et donc, pas de propos politiques assurés. Là où je veux en venir, c'est que quelque part, c'est par tes... Ben non, c'est mon plan, ça, Fabien. Fabien était en train d'essayer de me piquer du papier. Mais prends du papier, c'est du brouillon. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que toi, la façon dont tu transmets des propos à travers tes parties, c'est d'abord par les personnages, j'ai l'impression. Je me trompe ? C'est-à-dire que c'est pas l'univers qui transmet des propos avec toi, c'est plutôt les personnages. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les personnages représentent des visions différentes de la vie. Voilà. Et donc en ça, donc t'es meneur à Sens, et c'est typiquement, par exemple, dans Sens, c'est également le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que mes personnages sont des allégories de propositions philosophiques, ce sont des personnifications de théories philosophiques, et c'est comme ça, dans Sens, que certains propos sont transmis. Et donc, j'imagine, Cédric, parce que tu es meneur à Sens, c'est aussi le choix que tu fais dans tes parties. Je me trompe ? Oui,
Oui, alors Voilà. aussi bien les runes qui portent chacun une vision du monde, mais bon, ça, je pense que c'est inhérent à Sens, mais également les personnages non joueurs. Ouais. Comme par exemple Maria Gridway ou Gladius Sword ou encore Michel Cetra. Ce sont des gens qui ont des visions très différentes du monde. Ouais. Donc ça permet aussi aux joueurs de faire le choix entre ces visions du monde. D'accord, ok. Sans pour autant fermer la porte, bien sûr, à une vision personnelle de chaque joueur. Chacun est libre de suivre sa propre voie. D'accord. Okay. Je pense que c'est là, dans un garage, où ça peut être intéressant de parler du propos. C'est parce que je pense que le propos n'est pas uniquement porté par des personnages dans le jeu ou par les PNJ. Je pense que le propos, il peut être porté par l'univers, mais aussi par le système en général, voire même le système de résolution. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Flavie. Si ton système de résolution, c'est de jeter un dé, de devoir faire un 1 pour réussir, t'as mine de rien quelque chose qui dit là, la réussite et le hasard est un hasard et au final elle est très difficile à atteindre. Ce sera pas la même chose que quelqu'un qui a décidé de ne pas utiliser de dés dans le jeu de rôle et je pense notamment à Nobilis où finalement tu as tes aptitudes et tes capacités et c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Tu n'as pas besoin de jeter un dé. De la même façon, ce sera pas la même chose si tu as une liste de compétences où tu es finalement résumé par ce que tu es capable de faire. Ouais. Ce sera pas la même chose si tu es résumé par des sentiments et que tu pourras utiliser pour faire quelque chose. Et le système porte en lui-même quelque chose qui dit ce qu'est un être humain. Donc voilà, là on voit bien. On atteint déjà, là on a déjà vu 3 dimensions où le propos a de l'influence. Dans l'univers, à travers les civilisations, les décors, les lieux décrits, dans les personnages, à travers les propos qu'on leur fait dire, comme dans Sens, c'est comme exactement ce que vient de décrire Cédric. Et puis enfin, là, ce que tu annonces, c'est dans le système de jeu, en fait, le système de résolution, uniquement pas le système de jeu, on n'en a pas encore parlé, mais le système de résolution, on va parler du système de jeu plus tard, et comment le système de jeu lui aussi amène des propos. Et je mettrais même une... Fabien, tu plus soyais envers Flavie. Et après, je redonne la parole à Flavie qui avait quelque chose à ajouter apparemment. Pardon. Je voulais même ajouter une 4e dimension qui est la manière dont les situations sont mises en place. Voilà, je parle plutôt des jeux à narration partagée. Voilà. Mais dans un jeu comme Dogs, une fois encore, les situations sont posées toujours sous la forme de dilemme. C'est-à-dire que vous êtes là pour rendre la justice et pour chasser le péché, mais les gens qui ont péché parfois pour de bonnes raisons, pour des raisons qui sont c'est compréhensible mais répressible. Donc il y a nécessairement des dilemmes qui... Mais là tu vois qu'on est déjà en fait en train de parler en quoi le système influence. Voilà, le système au sens forgé. Là, moi, je voulais rester dans le jeu de rôle classique dans le début du podcast. C'est-à-dire que. Mais tu sais, dans le c'est difficile. Le système existe aussi dans le jeu de rôle traditionnel. Bien sûr, non, bien sûr, c'est pas. Les théories forgiennes ont été créées. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le jeu de rôle traditionnel, le système, c'est toujours un maître de jeu qui a l'autorité sur les décors, les personnages non joueurs, les sensations des personnages, etc. Et en revanche, en opposition, si j'ose dire, les joueurs ont toute autorité sur les actions et les réactions et les propriétés mentales de leurs personnages. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le système de jeu de rôle traditionnel. Donc, et c'est de ça dont je voulais parler d'abord. C'est comment, à travers un jeu de rôle traditionnel, déjà, on peut transmettre un propos. Et là, il y a 3 réponses qui m'ont été faites jusqu'à maintenant. Univers, bien sûr. Personnage et système de résolution. Le système de jeu, il transmet finalement toujours le même propos. Moi, j'ai envie d'en parler de ça, du propos que ça transmet. Je laisse Flavie parler d'abord. Flavie, t'avais quelque chose à dire ? Du coup, c'était parce que j'étais partie sur le système de résolution et même dans le jeu de rôle classique, il y a des jeux de rôle plus classiques qui ont dit traditionnels qui ont quand même soutiennent quelque chose par leur système de résolution. Et j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui me soutenait qu'en gros on pouvait changer le système de résolution comme on voulait, que c'était pas important. Et moi, ce qui m'embête, c'est que si on fait ça, déjà c'est prendre les auteurs pour des bus parce qu'ils sont pas embêtés à faire des playtests pendant des heures et des heures sur un système de résolution juste parce que ça les faisait marrer. Et deuxième chose, c'est que ils ont mis quelque chose dans ce système. Je veux dire, même à Vampire où il y a l'humanité ou genre de choses, si on enlève ce genre de choses, en fait, on passe à côté finalement d'une partie de ce que l'auteur voulait dire. Yes, Fly. Et moi, je sais que la personne m'avait dit mais non, mais les auteurs ils ne veulent pas dire tant de choses que ça. C'est le système traditionnel, on peut changer. Oui, mais
je suis pas d'accord. Même dans le système traditionnel, je vois par exemple Écrime, les différentes compétences que tu utilises et la façon dont tu les utilises soutiennent quelque chose. Je veux dire, on est dans Écrime, on joue quand même des gens qui vont peut-être devoir se révolter contre l'univers, mais aussi contre les bourgeois. C'est très bien ce que vous faites. Juste une parenthèse, c'est très très bien ce que vous faites pour les auditeurs, à chaque fois que vous avez une thèse à défendre, de présenter un jeu et d'expliquer en quoi ce jeu valide votre thèse ou est un bon argument, un bon exemple pour votre thèse. C'est exactement ce qu'il faut faire pour un garage. Parce que pour Écrime, je sais qu'on m'avait dit non, mais je vais utiliser le DK-système. Je dis non, surtout pas. Je lui dis non, Sheila. Tu as une blague d'eau dans le cerveau, ça s'entend quand tu joues. Mais non, ne changez pas, parce que par exemple pour Écrime, on passe à côté de tellement de choses si vous jouez au DK système. Pareil pour Cthulhu. Moi, je suis désolée, Cthulhu, bon, ça reste un jeu de rôle traditionnel. Bon, moi, j'avoue, j'adore ce jeu. Mais Cthulhu, tout le monde kiffe Cthulhu ici. Voilà, mais si on joue au Cthulhu DK système, déjà on peut pas jouer les folies, alors que les folies c'est quand même quelque chose d'important. Et le fait qu'on ait une liste de compétences et que dans ces compétences-là, on ait très peu de compétences utilisées et que non seulement dans ces compétences utilisées, c'est rare qu'on ait énormément, sauf en toc ou en esquive, si on a pensé à mettre ça dedans, prouve qu'en fait on est juste des petites fourmis et qu'on va être capable de rien faire. Ouais, même dans Cthulhu, il y a le système de résolution soutient un propos. Alors, j'ai envie de vous interroger maintenant sur moi, c'est une question que je me pose. Je pense, Cédric, cette question, elle va te plaire. C'est sur le système du jeu de rôle classique. Est-ce que finalement, c'est pas un système dont le propos est monarchique, bonapartiste, au sens où il y a papa qui a préparé un truc pour ses petits joueurs, ses petits poussins, qui vont suivre son histoire. Est-ce que c'est pas le système de jeu, est-ce que c'est pas finalement une tyrannie éclairée, une tyrannie, la tyrannie d'un meneur de jeu? Est-ce que c'est pas un système de jeu qui nécessairement soutient des propos tyranniques? Alors je donne un exemple parce que je vous ai fait ici. Dans Sens, par exemple, le propos du jeu, c'est de dire que Dieu, s'il existe, est un tyran, et c'est pour ça que j'ai choisi la forme classique pour, un des propos du jeu, pardon, excuse-moi, c'est pas le seul propos. Non, mais c'est très éclairé dans ce sens encore, parce que pardon, peut-être que tu voulais donner la parole à Cédric. Non, mais vas-y, puis après je donne la parole à Cédric. Ok, mais pour le coup, Sens pour moi, c'est un jeu de rôle traditionnel qui marche particulièrement bien, donc. Oui, mais justement parce que son propos est en adéquation avec le système du jeu de rôle traditionnel. Exactement. C'est-à-dire que le Sens dit explicitement, le meneur est là pour amener les joueurs vers la lumière. Ce qui évidemment est extrêmement paternaliste. Mais oui. Mais effectivement, ce que sous-entendent, on peut interpréter, mais c'est une interprétation des systèmes traditionnels en disant oui, c'est le but du meneur de jeu d'amener les joueurs au plaisir. Ouais. Mais effectivement, il y a un côté un peu condescendant et paternaliste. Alors Cédric, les joueurs sont pas capables de prendre du plaisir eux-mêmes. Sur ce point, est-ce que le système de jeu traditionnel n'est pas foncièrement monarchique et bonapartiste? Alors si, il est forcément monarchique. Monarchique. Je comprends pas là. En tout cas, il est pas monanarchiste. Il est pas monanarchiste. Il est forcément monarchique. Ouais. Dans la mesure où tu as un maître de jeu, je pense que c'est la quatrième dimension aussi que pouvait évoquer tout à l'heure Fabien. Ouais. À savoir que le maître de jeu va apporter sa vision, poser l'univers, et que de toute façon la vision du jeu sera forcément biaisée par celle du maître de jeu. Le maître de jeu est un tyran qui va décider un petit peu, alors surtout dans le sens de la difficulté qui va être opposée aux joueurs, même si les joueurs sont libres de leurs actions. Il y a quand même une difficulté en face. Le seul qui va poser la difficulté, finalement, c'est le maître de jeu. Parce que c'est lui qui contrôle les PNJ, c'est lui qui contrôle le décor et tout le reste. Tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque les joueurs essayent de se poser des problèmes entre eux dans Sens, ça fonctionne bien tant qu'on ne fait pas appel au système de résolution. Parce que quand on fait appel au système de résolution, dans le sens entre les problèmes entre joueurs, ça devient profondément injuste et ultra tyrannique, justement. Donc oui. Et alors ça fonctionne pour Sens, donc qui n'est pas, mon sens, un jeu classique au niveau du système de jeu, puisqu'on fait pas appel au système de hasard, le dé et tout ça. Et par contre, c'est dans un autre jeu que j'ai joué beaucoup, que j'ai masterisé, donc Saint Seiya, qui nécessitait des dés à l'époque. Donc il faut savoir que le Saint Seiya auquel tu as joué, Cédric, se joue avec le système storytelling, qui est le système de Vampire la Mascarade. Donc c'est juste pour préciser à nos auditeurs de façon à ce qu'ils puissent avoir une référence en termes de système de jeu et de système de résolution. Voilà, donc c'était exactement ça, oui, le système à la Vampire.
Donc voilà, et en fait, donc les joueurs lançaient les dés. Donc à Saint Seiya, enfin pour ceux qui ont regardé les Chevaliers du Zodiac, c'est un système de speech. Voilà, le but du jeu, c'est de montrer qui a la plus grosse quéquette en ayant le meilleur discours. Ouais. Du coup, il y a une tyrannie du maître de jeu qui s'installe parce que finalement, à la fin, les dés, on s'en fout. Finalement, le maître de jeu va lancer ses dés derrière. Enfin, moi, je l'ai fait. J'ai lancé derrière mon écran. Mon personnage, l'adversaire du coup de mon joueur faisait des super jets. Sauf que le joueur d'en face, il m'a fait un super discours. Et ben moi, mon personnage non-joueur, il crevait et c'est marre, et c'est le joueur qui gagnait. Voilà. Il faisait des jets de dés pourris, quoi. D'où le fameux argument qu'on entend très souvent dans le MJ, dans le jeu de rôle traditionnel, qui est qu'en gros, les dés et le système de résolution dans le jeu de rôle traditionnel ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent, pour faire un peu. C'est exactement ça. Ouais. C'est le petit frisson, en fait, de faire un échec critique, un succès critique. C'est bien, mais en fait, à la longue, à part te faire perdre un bras parce que le maître de jeu est assez cruel ou le jeu est cruel, je vois pas l'intérêt, quoi. Parce que dans Saint Seiya, en plus, le but avoué, c'était clairement de faire des speeches comme dans Saint Seiya, donc de jouer une fiction mais du dans coup, le canon esthétique de Saint Seiya. Le système storytelling était peut-être pas le bon, du coup. Absolument pas, absolument pas. C'est clair. Non, il est pas du tout adapté. Mais il faut voir qu'à l'époque où ce jeu a été fait, comment dire, on n'était pas dans l'espace francophone, on n'était pas autant au fait des théories, du contrat social. Tu l'as fait en 2000, je crois. Oui, alors j'ai fait un jeu de rôle Saint Seiya à l'aide du système storytelling, mais il y en a un autre sur internet qui traîne. Donc il y a plusieurs jeux de rôle de Saint Seiya qui existent avec ce système de jeu. Donc voilà, voilà ce que je veux dire en tout cas avec Sens. C'est ça aussi, c'est que le système de jeu du jeu de rôle traditionnel peut poser des propos sur la tyrannie d'un seul, la liberté, le déterminisme. Il y a un choix qui est très fort, qui est de dire explicitement ou implicitement que le meneur de jeu est tout puissant. Nécessairement ça amène un certain type de propos dans le jeu, que ce soit conscient ou inconscient de la part des participants. Mais tu vois, le but du meneur dans le système, c'est clairement précisé, et après je te donne la parole, Fly, c'est que au fur et à mesure, le maître de jeu doit céder de plus en plus de liberté à ses joueurs pour qu'ils aient de plus en plus... Enfin voilà, faut savoir, Cédric qui a vécu du Sens Cosmo, par exemple, pourra te confirmer que Sens Cosmo, c'est Star Wars dans ton slip, que les héros, enfin que les bugs, ils sont vraiment puissants et qu'ils font vraiment à ce moment-là tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est le moment où on résout les tensions, où il y a toutes les révélations et tout ça. Donc il y a un côté aussi, tu vois, libérateur. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose? Attention aux systèmes de résolution qui ont un propos et qui vont contre le propos du jeu, voire même qui le réduisent à néant. Je m'explique. J'ai joué à Trinité avec un maître de jeu qui, a priori, connaissait très 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 bien les jeux, vu que je crois qu'il avait même participé à la... à la construction du jeu. Ouais. Et je sais pas, je suis incapable de me rappeler de son nom, mais quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on faisait, c'est que on devait dire ce qu'on allait faire et lancer les dés. Mais une fois que c'était fait, en fait, j'ai envie de dire que tout ce que j'avais à faire durant cette partie, c'était juste de lancer les dés. Parce qu'au final, le maître de jeu faisait absolument tout. C'est-à-dire que il te disait à partir des dés que tu avais lancés, si ce que tu faisais, ça réussissait ou pas. À partir de là, ce que tu faisais, quelles étaient tes décisions. Il te disait où tu allais. Il te disait absolument tout. Or, le propos de Trinité, c'est qu'on est des héros qui vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont, leur côté démoniaque ou leur côté, je veux dire, angélique, mais c'est pas le bon mot. Je me rappelle plus comment c'est dit dans le jeu, mais qui vont pouvoir utiliser ça pour essayer de changer en fait le monde au final, voir s'ils vont le laisser pourrir ou voir s'ils vont faire des choses. Je veux dire que parfois les maîtres de jeu font des choix sur les systèmes de résolution que le meneur peut éliminer, mais là, en fait, il appliquait totalement neutraliser le propos du jeu global. Il appliquait le système de Trinité, mais je pense parce que dans Trinité, il n'est pas précisé. Donc le système de résolution a quand même un énorme pouvoir sur le propos dans le jeu de rôle traditionnel. Il n'était pas précisé. J'ai relu du coup Trinité, il n'est pas précisé quand tu fais les jets de dés qui va dire ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, il est précisé en Trinité qu'il faut pousser les joueurs à faire de plus en plus de choses et de prendre des opinions et de prendre des initiatives
l'initiative, mais par contre, il n'est pas précisé dans le système de résolution, une fois qu'on a lancé les dés, qui va le raconter. Ce qui fait que si on tombe sur, du coup, c'est un trou, et je pense que ce maître de jeu-là n'a pas fait une erreur, juste il a pensé que du coup c'était à lui de tout raconter, mais ce qui fait que du coup ça allait contre le propos du jeu. Alors moi je dis, faites attention quand vous faites votre système de résolution, refaites-le lire à quelqu'un qui n'aura pas faites-le lire à quelqu'un qui n'aura jamais joué en l'ayant fait lire, et vous verrez ensuite si quand il fait sa partie ça marche, et si ça marche pas, vous verrez si les propos vont l'un contre l'autre, parce que c'est quand même un peu dommage du coup. Il faut qu'il y ait une cohérence de l'ensemble. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose? Parce que je suis d'accord avec toi, Flavie. Non mais je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Flavie. Ouais. Je suis d'accord avec Flavie. La poire, Romaric. La poire. Et non, je suis parfaitement d'accord avec Flavie, et j'irai même plus loin. Que vous écriviez un jeu de rôle traditionnel ou un jeu de rôle à narration partagée, oui. C'est essentiel que tous les éléments du système, et là quand je dis système, c'est système au sens forgéen, c'est-à-dire univers plus mise en place de la situation, plus personnage, plus système de résolution, plus couleur. Ouais, enfin, c'est un peu plus complexe, mais... C'est déjà pas mal. T'as déjà brossé ça fait déjà assez exhaustif. Une bonne quantité de trucs. Et de machins. C'est important que tout ça soit en cohérence, je pense, avec le propos du jeu. Alors parce que justement, ça permettra d'avoir... En fait... Pardon, je vais peut-être Non, justement, j'allais dire que ton propos ce que tu es en train de dire là en ce moment est une excellente transition vers la suite du podcast, D'accord. à savoir vers les jeux non traditionnels. Alors, c'est pas exactement ce dont je voulais parler. Ce que je voulais dire, c'est, à mon avis... Fabien. Il y a des gens qui pourraient se dire non, mais j'ai pas envie de mettre un propos dans mon jeu, c'est pas intéressant, puis de toute manière je veux pas qu'on se prenne la tête, tout ça. Et là j'ai vraiment un message à envoyer à la communauté rôliste, qui est de dire, c'est pas parce que il y a un propos dans un jeu qu'on prend pas plaisir. Et même, à mon avis, bien complètement le contraire. C'est pas parce que il y a un propos dans le jeu que ça peut pas être fun. Je déteste cette idée qui voudrait qu'on puisse pas réfléchir et avoir du plaisir en même temps. Et je pense que les meilleurs jeux ont justement, au contraire, un propos très puissant. Pourquoi ? Parce que dans la fiction qu'on va créer, un des plaisirs supplémentaire que va offrir un jeu avec un propos sera d'amener à réfléchir à travers le jeu sur des choses qui nous touchent, mais à travers le jeu. Donc, en prenant on va mener des réflexions en prenant du plaisir avec cette dimension de jeu, c'est-à-dire de pouvoir explorer les possibilités d'un propos, et parfois de manière très très inconsciente. Dogs in the Vineyard, une fois encore, qui est vraiment de ce point de vue-là assez impressionnant, amène sa problématique sans jamais en parler. C'est-à-dire que le propos qui est défendu dans ce jeu, des gens peuvent y jouer, je pense, des parties entières sans jamais se rendre compte qu'il y a ce propos qui est là derrière, et qui réfléchissent à est-ce que je peux tirer sur quelqu'un pour qu'il arrête de tromper sa femme, quoi. Mais parce que ça nous pose des questions qui résonnent à nous comme êtres humains. Est-ce que c'est pas ce que tu voulais dire finalement, Cédric, tout à l'heure, lorsque tu disais que toi tu préférais jouer à Sens entre guillemets qu'à Donjons et Dragons, parce que justement le jeu il te permet de dire des choses, de jouer avec alors, en fait, comment dire, je vais reprendre un peu ce que disait Fabien pour le propos. Justement, à mon sens, il y a toujours un propos dans un jeu. Aussi simpliste soit-il, il y a toujours un propos, toujours une réflexion, même si elle est inconsciente. À partir du moment où je pose un décor, comme je disais tout à l'heure, si je fous un nain dans une forêt, il y a déjà un propos. Parce qu'il y a déjà un nain, on pose la question de l'espèce, de la culture. S'il y a un nain, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, et ainsi de suite. D'accord. Il y a forcément un propos, même s'il est simpliste, même si l'auteur ne se rend pas compte. D'accord. La deuxième chose, c'est que oui, je préfère évidemment jouer à Sens parce que le propos m'est plus adapté aussi. Le propos n'est plus, excuse-moi, j'ai pas entendu, le propos n'est plus parce que le propos est plus adapté. Adapté. Pour toi, ouais. D'accord. Parce que ça parle déterminisme, liberté, ce sont des sujets qui me parlent énormément. Oui, d'accord. Tout plein d'autres raisons. Tu veux dire que ce sont des thématiques qui, toi, te parlent personnellement, en fait. C'est ça que tu veux dire. Et les propos également, le propos également à l'intérieur est certes un peu compliqué, au premier abord. Ouais. Mais finalement, on se rend compte que Sens est un jeu qui est très didactique. Il y a un côté pédagogique très
avancées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, au début, le propos est assez simple et va se complexifier par la suite, permettre aux joueurs de suivre. Ce qui m'amène en fait à la réflexion suivante. Je me demandais pendant toutes ces années pourquoi j'aimais autant le jeu de rôle. C'est parce qu'il y a finalement, comme disait Fabien tout à l'heure, un côté très didactique. C'est-à-dire qu'on peut jouer en réfléchissant. Ouais. Et un très bon jeu de rôle, à mon sens, c'est un jeu qui arrive à allier le divertissement et le propos. Tout simplement parce que il y a plusieurs niveaux, hein, mais un bon auteur ou un bon maître de jeu, c'est celui qui va être pédagogue. Celui qui va réussir, en fait, finalement, à faire rentrer le joueur dans l'univers et à le faire réfléchir. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, je dois avouer que de toute façon, que vous vouliez ou pas qu'il y ait de propos, s'il y a un univers qui vous a touché et que vous prenez la peine de faire un jeu de rôle dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui allait plus loin dans ce qui vous a fait envie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Si le gars il choisit de faire un truc sur le futur, c'est que peut-être et sur qui choisit anticipation plutôt qu'un futur un petit peu fantasmé, etc. ou du space opéra, c'est que peut-être tout simplement il aime les sciences et que quelque part il va le transmettre dans son jeu et il aura beau se dire non, je veux pas qu'il y ait de propos, je veux pas qu'on se prenne la tête. Le but n'est pas de se prendre la tête. Le but c'est que s'il y a quelque chose qui te touche dans un univers, c'est que peut-être tu es déjà dans un propos. Ouais, voilà. Et une fois encore, je suis tout à fait d'accord avec Flavie. J'adore quand tu dis ça, Fabien. J'ai mes chevilles qui gonflent là. Je vais même aller un cran plus loin en disant, puisque c'est là, il faut se l'expliciter pour soi-même en tant que créateur de jeu et pour ces joueurs qui voudront pouvoir en profiter et profiter de ce qui vous plaît. Par exemple, moi, tu vois, je kiffe Star Wars. Star Wars, pour moi, c'est, tu vois, c'est pourquoi kiffes-tu Star Wars? Eh ben, justement, écoute, au-delà des piou-piou-piou dans l'espace que je trouve profondément géniaux, parce que je m'en fiche que ça respecte pas les sciences parce que ça a juste trop de la balle, je suis pour les Jedi à fond, à mort les Sith, et rien qu'en disant ça, je trouve que c'est important parce que du coup, je me place du côté des Jedi, mais en même temps, j'aime beaucoup Han Solo, et je me dis que c'est peut-être important aussi d'en avoir rien à foutre des Jedi et des Sith et juste de vivre tel qu'on en a envie. Et voilà. Et de position éthique, finalement. Ouais. Rien que pour ça, Star Wars, qui est pourtant le film fun par excellence. Merci J.J. Abrams de nous en faire bientôt d'avoir empêché Lucas de continuer à détruire Star Wars. Ça, c'est des propos aussi sur l'œuvre elle-même. Eh ben, je suis impatiente et voilà, Star Wars. Et pourtant c'est fun et pourtant il y a un propos dedans. Voilà. Absolument. Alors c'est peut-être le moment maintenant de parler de ce que la théorie forgienne, on va dire, l'apparition des jeux de rôle non classiques a apporté pour transmettre des propos. Oui, parce que bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de jeux de rôle traditionnels, mais dans le jeu de rôle traditionnel, on reste enfermé dans un système de jeu qui est très particulier, qui est le système de jeu traditionnel, et justement, on se prive de jouer avec la gamme système de jeu pour défendre d'autres propos. Par exemple, moi, je me pose la question de savoir si le jeu de rôle à narration partagée, ça fonctionne pas très très bien en ce moment aussi, parce que on a tous envie d'avoir la voix au chapitre, on a tous envie de parler, parce qu'on est dans une démocratie et que, tu vois ce que je veux dire, il y a un côté, est-ce que la narration partagée, ça marche pas aussi parce qu'on a envie de donner sa place à tout le monde au cours d'une partie. Fabien. C'est toi le spécialiste. J'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus, donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Ouais. D'abord, moi, un des trucs qui m'a frappé quand j'ai découvert les jeux indépendants et plus largement les jeux à narration partagée, c'est à quel point les gens de The Forge pouvaient aborder des thèmes graves, matures, super adultes. Comme disait un ami, La Forge a mis du sexe dans mes parties. C'est-à-dire amener des relations humaines aussi, des questions de conviction. Par exemple, un jeu comme Polaris de Ben Lehman, il y a une dimension tragique énorme. Votre personnage à la fin, si tout va bien, au mieux il meurt. Et au pire, il devient un démon. Il y a d'autres. Il y a aussi des petits jeux tout mignons en narration partagée. Oui, comme Breaking the Ice. Non, puis il y a le petit jeu que tu avais ramené avec la petite fille de 4 ans, Clover. Voilà, tu dois faire ton anniversaire et tout. Voilà, le scénario, c'est aller nourrir les canards, explorer le grenier. J'adore.
Mais là, il y a aussi un propos. C'est un propos sur le jeu de rôle de dire, on peut faire des jeux de rôle dans lesquels on joue l'enfance idyllique d'une fillette de 6 ans. D'une fillette de 6 ans, ouais, tout à fait. Donc, et donc, je suis assez épaté de voir à quel point, et je pense que c'est en partie possible parce que j'ai peur de ce que je vais dire là. Non, mais t'en fais pas, Fabien. S'il y a un problème, je ferai des bruits de Star Wars, t'inquiète pas. Pour censurer. Non, exactement. Je pense que en laissant la parole aux joueurs et en se concentrant sur le fait que c'est l'auteur qui directement transmet aux participants, qu'ils soient meneurs ou joueurs, directement le thème, on a gagné en force et on a pu transmettre des choses beaucoup plus puissantes pour différentes. Donc je suis d'accord que c'est contestable. C'est contestable. Oui, d'ailleurs, j'allais contester. C'est contestable, mais c'est un. C'est un avis personnel. T'as le droit de penser ce que tu veux. C'est un avis. Disons que dans le débat, je suis prêt à entendre les deux positions. Ouais. Alors, par exemple, que dire que la première prélogie est de la merde, je peux pas entendre. Piou. Bref, parce que d'une part. Il faut aussi comprendre que les théories forgéennes et tout le jeu de rôle indépendant, c'est pas une rupture avec le jeu de rôle traditionnel. Ça n'est qu'une volonté d'ouvrir de nouveaux espaces au jeu de rôle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait joué sur la gamme du système de résolution, on avait joué sur la gamme de l'univers, on avait joué sur la gamme des personnages. Et ça, on le fait toujours. Mais dans le jeu de rôle traditionnel, on le fait. Attends 2 minutes. Et dans le jeu de rôle non traditionnel, on a ouvert une nouvelle gamme de jeux, c'est-à-dire des nouvelles touches sur le piano qui sont les couleurs du système, le système de jeu en lui-même. Voilà, c'est ça. La répartition de la parole. Mais on fait toujours varier sur l'univers, on fait toujours varier sur les personnages dans le système non traditionnel. On a juste le système traditionnel a juste ouvert de nouvelles touches sur le piano. Moi, je vois ça comme un. Et là, je vais faire à nouveau je vais à nouveau sortir des propos contestables, mais cette fois-ci, je les tiens. Je déteste l'appellation jeu narratif qui sous-entendrait qu'il y aurait une rupture entre les deux et que quand on est rôliste traditionnel, on puisse pas aimer l'un ou on puisse pas aimer l'autre. Ouais. Je trouve ça presque méprisant vis-à-vis du fait qu'on est héritier de toute une tradition de jeu de rôle traditionnel que moi je ne renie pas, dans lesquels je pioche, et j'ai beaucoup pioché pour Monostatos et dans lesquels je pioche également pour mes prochains projets. Ouais. Et c'est pour ça que je tiens à ce qu'on parle de jeu de rôle à narration partagée. Ouais, d'accord, ok. Ça s'entend. Moi, je suis pareil que toi. Là-dessus, de toute façon, les auditeurs le savent s'ils nous suivent depuis longtemps. Je pousse régulièrement des coups de gueule, ou en tout cas, j'amène vraiment les gens à s'interroger sur cette appellation de jeu narratif. Pour moi, tous les jeux de rôle, quels qu'ils soient, sont narratifs, et donc ça n'isole rien. De toute évidence, il y a pas mal de jeux de rôle traditionnels qui sont édités dans le commerce, qui actuellement commencent à utiliser aussi ce genre de choses. Je pense notamment à la Chronique des Féales, où même si on a un système traditionnel, on a les joueurs qui ont de plus en plus d'interactions entre eux, qui ont de plus en plus de choix à faire et de plus en plus de choses à faire. Et les 1000 marches, avec ces musards qui ouvrent comme ça des tiroirs dans lesquels, quand on arrive sur une course-poursuite, tac, il y a un tiroir course-poursuite qui s'ouvre où les joueurs ont de l'impact. Il y a une espèce de système de résolution qui se met en place et qui ouvre la narration. D'un coup, le MJ n'est plus seul à avoir de l'autorité sur les scènes, mais etc. Dans les 1000 marches, par exemple, qu'on a testé il y a déjà plusieurs mois, il y avait cette dimension-là aussi de narration partagée qui survient. Donc c'est une ouverture, ça ajoute des choses, ça n'enferme pas des joueurs dans un système ou dans un autre, ça ne fait que en gros, vous êtes jeune créateur de jeux, jouez à des jeux à narration partagée, car ça va vous offrir, si ça se trouve ça va pas vous plaire du tout. Par exemple, moi je prends pour Sens, quand j'ai joué à des jeux à narration partagée, j'ai dit mais non, mais ça colle pas à mon propos, donc voilà, je m'en fous, je m'en branle, ils font de la narration partagée s'ils veulent, les autres, mais moi ça m'intéresse pas. Et en plus, moi en tant que joueur, en général, quand la narration est partagée, ou quand ça m'emmerde. Donc parce que moi j'aime bien dans le jeu de rôle assister entre guillemets aux propos d'un auteur qui me parle ou d'un meneur qui me parle. Donc vous voyez, comme quoi. Et pourtant je suis ouvert sur la narration partagée. Je me dis pas, mon Dieu, au secours, les horribles sophistes de la narration partagée, mais donc, vont nous dévorer tout cru. Dans les jeux à narration partagée, pardon Flavie. Fabien. Dans les jeux à narration partagée, un autre truc qui est donc j'ai commencé. C'est moi qui donne la parole, Fabien.
J'espère que tu l'as compris. Oui, mon maître. Oui, l'empereur. Dans les jeux à narration partagée aussi, un des trucs qui a été exploré en plus, c'est comment se met en place la situation. Et c'est une autre manière d'amener le propos. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Dogs, mais c'est vrai pour plein d'autres jeux. C'est vrai c'est vrai dans Monostatos par exemple, où les joueurs quand ils mettent, c'est eux-mêmes qui mettent en place leur scène, et puis tout ce que et à faire avancer les objectifs de leur personnage. Et tout ce qu'a à faire le meneur de jeu, c'est le reposer les membres du culte qui disent non, vous ne passerez pas. D'accord. Bon. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose? J'aimerais ajouter le fait que la narration partagée, en fait, c'est avant qu'il y ait toutes ces théories sur le jeu, etc. On avait des jeux traditionnels et certains marchaient plus ou moins bien. Et avant, là, on entendait souvent non, un vrai maître de jeu, c'est celui qui change les règles. Mais en fait, c'est juste que je pense que on avait déjà ces envies de narration. Mais que du coup, on s'arrangeait pour changer les règles pour faire que le jeu corresponde à nos envies de joueurs. Et que au final, puisqu'il y avait qu'un seul système en gros, ou avec des choses qui différenciaient un peu selon les systèmes, mais il y avait quand même une seule façon de jouer. Au final, chacun faisait un peu sa sauce, et ça me rappelle quelque chose que j'avais lu sur derrière le paravent ou quelque chose comme ça. Du bruit derrière le paravent. Du bruit derrière le paravent qui disait qu'en gros, un bon blog, un très bon blog. Qui disait que avant, on avait réussi en fait, à avoir des parties fonctionnelles avec des systèmes dysfonctionnels. Parce que justement, on se créait des routines de jeu, etc. Et je pense que les routines de jeu de narration partagée existaient déjà avant. Je pense notamment à Christophe qui a eu l'idée d'Innomable parce que il jouait pas mal à Cthulhu avec ses copains, mais ça commençait à le gonfler. Et donc ils ont eu des routines qui sont arrivées. Ouais. Genre quand tu réussis un jet de dés, il jouait comme ça. Quand tu réussis un jet de dés, c'est toi-même qui raconte l'indice que tu découvres. Donc tu vois. Et du coup, s'il y avait des choses qui sont arrivées comme ça, donc faut pas dire ah oui, mais c'est le système indé qui a fait que non, les choses sont arrivées au fur et à mesure avec tous les genres de joueurs et même le jeu de rôle traditionnel au final. Et Christophe aussi, c'est pour la petite anecdote, c'est aussi parce qu'il avait du mal à être méchant avec ses alors qu'aujourd'hui il fait le sadique dans Innommable. Attends, justement, Innommable, ça permet de réguler. Alors, évidemment, avoir du mal à être méchant dans Cthulhu, c'est quand même un problème. Et justement, c'est un système qui régule l'agressivité du meneur de jeu. Alors, dernier élément qu'on va aborder dans ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la narration partagée 7 ? Toi, je sais que tu n'en es pas ni friand ni expert, donc c'est pour ça que je t'ai pas interrogé sur ce point. Cédric ? En fait, j'avais une remarque et une question. Une remarque qui abondait dans le sens de Fabien, à savoir que non, on peut pas se permettre de taper sur le jeu traditionnel parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont merdiques. Je vais prendre un exemple. Je vais taper sur des cartes parce que il a dit que Dieu existait à partir de n'importe quoi. Pour autant, je vais reconnaître quand même le talent de l'auteur qui fait qu'il m'a quand même dirigé vers une certaine piste et qui m'a quand même ouvert une voie. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. On peut pas taper sur les jeux traditionnels sous prétexte que on va favoriser un élitisme, à travers le jeu de rôle non narratif, quoi. Ouais. Et ça, c'était le premier point. Deuxième point, Cédric qui dit jeu de rôle narratif aussi, tiens. Je viens d'entendre le dire. C'est quoi ? Tu dis jeu narratif, toi aussi, pour reparler des jeux à narration partagée, en fait. Non, justement, non narratif pour la narration partagée. Je pensais narratif pour les jeux traditionnels. Oula. Et pour moi, la narration partagée, c'est pas narratif, parce que normalement, personne ne prend le pouvoir pour narrer pour être dominant. Oh là là. Moi, ça me plaît pas trop. Il n'y a pas de maître de jeu à part entière, normalement. C'est bien compris, dans le jeu à narration partagée. Est-ce qu'on peut parler de jeux traditionnels et de jeux à narration partagée ? Ouais. Toi, parce que le jeu que toi tu appelles narratif, c'est le jeu de rôle où il y a un maître de jeu qui raconte à ses joueurs quelque chose. C'est bien ça, Ced ? C'est ça, ouais. Mais tous les jeux de rôle sont narratifs. Tous les jeux de rôle racontent une histoire. Oui, en fait, c'est ce qu'il dit, je pense. C'est que. C'est ça. Enfin bon, les auditeurs auront. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est la première remarque. Maintenant, j'ai une question, parce que j'ai pas joué à des jeux à narration partagée, même si je pense que Sens Néant s'oriente peut-être un peu. Non. Du tout. Non, du tout. La narration n'est pas partagée dans Sens Néant. Mais non. T'as jamais joué à un jeu à narration partagée, Ced ? On a joué à Innommable ensemble, mais la narration n'est pas partagée dans Innommable. Si, Innommable est complètement partagée. Innommable, elle est partagée. Par exemple, c'est toi qui racontes tes propres folies dans Innommable. Oui, dans Sens Néant aussi, tu poses ton propre décor, t'as quand même un minimum. Ah oui, exact, dans les ombres. Ouais. Si, dans les ombres, il a raison. Alors, bon là, c'est un peu plus complexe, mais. Ouais, c'est hyper complexe. Oui, enfin, je comprends, mais en tout cas, pour vous dire que je n'ai pas énormément d'expérience là-dessus.
Par contre, moi, ce qui va me poser problème, j'ai une petite question pour vous, joueur de narration, joueur de jeu de rôle à narration partagée. C'est est-ce qu'on ne voit pas le risque, parce qu'on supprime en fait le maître de jeu en tant que tel, le maître de jeu traditionnel dans les jeux à narration partagée, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, en tout cas. Pas forcément la narration partagée, mais pas forcément sans MJ. Laissez-le finir sa question et on répondra ensuite. Cédric. Est-ce qu'on ne voit pas le risque de voir un leader dominant débarquer, qui est un peu plus roulé sa bosse, qui a plus de discours, qui a plus d'expérience, et qui du coup va s'accaparer le jeu de rôle, le scénar, et du coup le transformer finalement en jeu de rôle classique. Est-ce qu'un jeu de rôle à narration partagée ne peut pas devenir à nouveau On répond. Alors on est un peu loin du propos là, mais mais cela dit, ça peut être intéressant aussi de se demander. Pour répondre directement à ta question, un jeu s'il est bien fait, un jeu de rôle s'il est bien fait, il dit qui a le droit de dire quand et quoi et comment. Et donc normalement, si c'est bien fait, il donne un temps de parole qui est équivalent à tous les joueurs. Ouais. Par ailleurs, il y a normalement également un certain nombre de mécanismes d'approbation qui permettent aux joueurs de signifier à travers le système s'ils apprécient telle ou telle position, et donc de sanctionner par la négative, c'est-à-dire en ne récompensant pas quelqu'un qui irait dans une direction qui ne leur plaît pas. Maintenant, si la personne prend le pouvoir et va dans une direction qui leur plaît, en fait, je pense que Cédric, dans les jeux à narration partagée, justement, cet écueil-là est évité parce que il y a un risque qu'il arrive et donc le système prend en compte ce risque et fait en sorte que un mécanisme d'approbation, de sanction et de récompense fasse en sorte que, en gros, il n'y ait pas quelqu'un qui prenne totalement la dominante, sauf si les autres le laissent faire parce que justement, ils trouvent que son histoire est intéressante etc. Alors après, oui, celui qui a du bagou, je vois par exemple dans la partie de prosopopée qu'on a fait pour tester le jeu avec Fabien et Frédéric, effectivement, Frédéric et Fabien ont beaucoup plus parlé que moi parce qu'ils avaient plus l'habitude des mécaniques. Mais attention, même toi, tout court, Fabien. mais en fait, les mécaniques nous laissaient la possibilité de laisser Fabien parler tant que celui-ci disait des choses qui nous plaisaient. Alors que dans un jeu de rôle traditionnel, tu laisses le MJ parler et tu n'as aucun moyen de l'interrompre. On pouvait à tout moment interrompre Fabien et dire attends, c'est bon, t'as de la gouaille, ce que t'as dit c'était vachement intéressant, mais maintenant un petit peu à nous de raconter ce qu'on veut. Ouais, par exemple, je pense que l'écueil est évité par un bon système, Flavie. Je vois Inspectors, c'est un jeu que je recommande fortement. Oui, mais là justement, je trouve qu'il y a un écueil. Non, l'écueil justement n'aurait pas. Enfin, on connaissait pas assez les règles. En fait, c'est un jeu où on joue du Ghostbusters. Et à un moment ou à un autre, il y a un siège sur lequel n'importe qui peut aller. Et en fait raconter un peu comme si on était dans une réalité TV. Ouais. Oui, alors un tel il a fait ça à ce moment-là, ça m'a vraiment mis mal à l'aise et du coup on peut amener un confessionnal et ça amène normalement à dire ce qui va se passer juste après. Le jeu précise bien que ça doit être normalement il n'y a personne qui peut y aller 2 fois de suite. Et que chacun doit pouvoir y passer au moins une fois pendant le scénar. Sauf que, attention, parce que quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de gouaille et qui a décidé de ne pas suivre les règles, moi je sais que j'ai déjà joué avec quelqu'un qui avait décidé d'aller tout le temps sur la chaise du confessionnal. Oui, mais là il est plus dans les règles. Et en fait, il était plus dans les règles, sauf que nous, on n'avait pas lu les règles avant, donc on ne savait pas. Et je pense que quand on joue à un jeu à narration partagée, pour éviter cet écueil, il faut que chacun ait lu en fait les règles avant, comme ça du coup chacun est au même niveau. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est que tout le monde soit animateur. Une autre Fabien, solution, attention à ton micro, Fabien. Pardon. Parce que là, tu te balades un peu. Une autre solution, c'est qu'il y ait un rôle d'animateur, comme ça existe à Prosopopée, par exemple, qui est quelqu'un qui est au même niveau que tous les autres, mais qui doit s'assurer que les règles sont appliquées en respectant le propos du jeu, justement, pour revenir à ça, et l'esprit de ce qui est recherché. Je voudrais encore développer par rapport à la question de Cédric. Ouais, on peut se demander légitimement, est-ce que dans un jeu à narration partagée, il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait confisquer le propos du jeu, justement, et l'amener dans une unique direction? Je pense que ça n'est pas le cas. Ouais. Parce que quelqu'un peut
pousser le propos du jeu dans une de ces directions, dire par exemple, moi à Dogs in the Vineyard, je veux jouer un mec qui est tout le temps violent, qui est tout le temps un salaud, qui est tout le temps pour voir ce que ça donne, ou au contraire dire je veux tout le temps jouer un ange, etc., etc. Mais il ne confisquera pas le propos du jeu. C'est juste qu'il va pousser dans une direction particulièrement à ses limites en fait, mais une position. Si la question de Cédric a un rapport avec le propos de ce podcast quelque part, parce que en fait ça veut dire attention, danger avec la narration partagée. Si vous choisissez de faire de la narration partagée, effectivement, il va falloir être très très attentif, faire de nombreux playtests pour veiller à ce qu'il y aura un très très gros travail, effectivement. Alors que le jeu de rôle traditionnel, qui est une version, une vision assez éculée, qui a fait ses preuves, qui a bourlingué, là, il y a beaucoup moins de risques. Quoique, hein, on verra. Enfin, moi, je sais pas, mais je trouve que dans le jeu de rôle traditionnel, on a autant de risques de dérives. On le sait. Il y a des parties dysfonctionnelles aussi dans le jeu de rôle traditionnel. Donc, faut pas non plus dire. Mais bon, voilà. Je pense que. Mais effectivement, on en a parlé pour la en début de partagée, partie. On peut aussi pervertir le propos quand on joue à la Terre du Milieu. Si c'est Hitler qui fait la partie, on n'aura pas vraiment le même objectif que si c'est Gandhi, quoi. Effectivement. C'est fou. Toujours d'accord. Fabien est toujours d'accord avec Flavie. Alors donc, moi j'ai une dernière question d'ouverture pour terminer ce podcast, une question un petit peu de conclusion. Enfin, peut-être une synthèse aussi, non, de tout ce qu'on a dit, parce que. Moi je pense que c'est pas la peine, parce que j'ai essayé d'en faire régulièrement en fait dans le podcast. Okay. Donc logiquement, il n'y a pas besoin d'en faire une. C'est un podcast garage aussi sur le podcast de la cellule au passage. En fait, il faut voir que sur le garage, c'est vrai que je voudrais faire une petite note là pour nos auditeurs, juste une note de bas de page avant de commencer notre débat de conclusion. C'est vrai que le garage, on sait pas trop là. Par exemple, est-ce que c'est un garage vraiment, est-ce qu'on aide vraiment les jeunes créateurs de joueurs? Je pense je pense qu'on les aide, mais pas, en tout cas pas de façon technique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire comment faire pour défendre votre propos, mais on est en train de vous donner. Il fallait d'abord avoir un truc sur le propos, et je pense que ça voilà, peut être le thème d'un prochain podcast. Voilà, parce que si on faisait les deux, on en avait pour 2h30. Ce podcast ouvre on vous montre comment est-ce que par le système de résolution des personnages de l'univers, on peut défendre un propos dans un jeu de rôle, mais on ne vous dit pas encore comment. Et à mon avis, ça pourrait être un thème de podcast de dire, par exemple, la politique en jeu de rôle. Idées de système et jeux qui fonctionnent bien pour défendre des idées politiques, etc. Par exemple, ou au contraire, l'écologie en jeu de rôle, idées, etc. Mais ça, ce serait un podcast particulier pour chaque propos qu'on veut défendre. C'est pour ça que ce podcast-là, c'est plutôt un podcast d'introduction à des futurs garages, parce qu'il va y en avoir des garages. Hein, vous en faites pas, il va y en avoir énormément. Et donc, c'est plutôt un podcast d'introduction à des futurs garages que véritablement un garage en lui-même. Voilà, c'était juste une petite note. Maintenant, question d'ouverture pour Fabien, tu as été, par exemple, à plusieurs reprises, à la fois par le rédac chef de Casus Belli et sur Sci-Fi Universe par Vincent, qui critiquait le fait que dans Monostatos, finalement, le propos était... Attends, je parle de ton cas personnel, mais c'est pour faire une question d'ouverture, qui est le propos qui disait... Alors, attends, j'ai fini ce que j'ai à dire. Que le propos limitait la liberté des joueurs et du meneur dans ton jeu, et donc que c'était un défaut du jeu. Ma question d'ouverture, c'est le propos d'un jeu, est-ce que c'est une limite à la liberté des joueurs, ou est-ce qu'au contraire c'est une autre forme de liberté? Fabien, pour Monostatos déjà, alors, qu'est-ce que tu as à répondre Tu m'apprends ces critiques, donc je... Ah merde, tu t'es pas au courant de ça? Je les avais pas lus, je sors. Ah non, attends, c'est dans le podcast sur... alors non, je te donne la référence. C'est dans le podcast sur comment juger un jeu de rôle. D'accord. Je fais pas mes devoirs, j'écoute pas tous les podcasts qui sortent. Mais non, mais je m'en doute. Alors, mais donc, est-ce que ça peut desservir le jeu? Voilà. Je crois pas. Très honnêtement, je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que moi, si j'avais connu le propos de Dogs dès le début, j'aurais beaucoup mieux su utiliser les règles. Pourquoi? Parce que j'aurais compris la cohérence derrière les règles et derrière l'univers. Mais est-ce que ça, c'est pas déjà ton présupposé d'auteur indépendant, de dire que les jeux sont nécessairement des jeux d'auteur, au sens où il y a forcément un propos qu'un auteur a voulu... Alors, attends, j'ai besoin de pouvoir répondre complètement... Ça roule. Je te laisse, Fabien, et puis ensuite je passerai la parole à Flavie qui lève la main. Fabien. Donc... Prends ton temps pour répondre. Je crois que non, que c'est vraiment... tout simplement parce que si vous dites « je crée un jeu de rôle », vous dites nécessairement « j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose qui me plaît ».
Il y a quelque chose que je ne trouve pas dans les autres jeux et que je voudrais mettre en avant. À partir de là, pour vraiment utiliser à fond votre jeu au mieux, et pour que votre enthousiasme soit partagé par d'autres, il faut dire ce propos. Alors, on peut après... Fred, je sais que Fred n'est pas tout à fait d'accord avec moi, que lui, il dit le propos, peut-être qu'il faut pas l'écrire, peut-être qu'il faut que normalement une bonne œuvre d'art, ça émerge naturellement du. Je pense que pour un jeu de rôle comme c'est une œuvre qui est assez complexe, il faut que ce propos soit explicité. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein. Il faut que ce propos soit explicité. Et ça ne diminue pas la liberté des participants, ça ne fait que mettre l'accent sur ce qu'on pense être génial dans son propre jeu. Donc on leur fait gagner du temps et on leur procure d'autant plus de... Tu penses que ça les oriente dans les premières parties et du coup que ça les aide à créer de bonnes parties en étant en accord avec le système. Alors après, la position que je peux entendre, c'est la position de dire oui, mais moi, une position assez vraiment très traditionnelle, de dire oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est moi en tant que meneur de jeu, de pouvoir faire ce que je veux avec ton jeu. Et là, bon, je fais un peu ma position effectivement d'auteur, et j'ai envie de répondre, ok, mais à ce moment-là, ne joue pas à mon jeu. Moi, comme auteur, je te dis, mon jeu peut être génial pour un truc particulier, donc vas-y. Si toi, en tant que meneur, tu veux être, il y a un truc que tu veux mettre dans tes parties, crée ton propre jeu, deviens pleinement auteur et puis mets ton propos à fond sans être parasité par les propos des autres et parce que d'autres veulent t'apporter. Voilà pourquoi, à mon avis, c'est important en tant qu'auteur, même rapidement. Et puis alors, dans Monostatos, en plus, je l'ai fait. Donc, il y a le propos. Le propos est en deux parties. Hein. Il y a dans l'introduction, je dis ce que je veux faire. Il y a la conclusion qui s'appelle inspiration, je crois, ou aller plus loin, dans lequel je donne mes références intellectuelles. Aussi parce que j'ai cette espérance que il y a des gens qui, après avoir joué aux yeux, se disent c'est assez génial, j'ai envie d'aller chercher plus loin. Comme ça m'est arrivé moi, Monostatos est né, mais je ne savais pas encore quand j'ai lu l'Incal de Jodorowsky et du très regretté Möbius. Donc l'Incal, c'est une série de BD qui est dans un univers qui est aussi très contrôlant, très glauque, très sombre, et donc il y a. C'est pas en lisant Zarathustra? Non, c'est pas. Et justement, ensuite, après avoir lu l'Incal, je me suis dit, enfin, évidemment, je ne le disais pas comme ça, mais je dis tiens, il y a un propos qui m'intéresse là-dedans. Je suis allé l'explorer, le comprendre, et ensuite ça m'a. Et j'espère qu'en jouant à Monostatos, il y a des gens qui ensuite iront lire Marcuse, l'homme unidimensionnel, Nietzsche, Camus, enfin tout ce que vous voulez, et qui eux-mêmes ensuite créeront leur propre jeu à partir de ça. D'accord. Flavie? Je pense que le fait de devoir écrire ou non le propos est un faux débat. Je m'explique. C'est-à-dire que si en tant qu'auteur, moi je pense que je l'écrirais parce que ça me paraît important, mais si en tant qu'auteur on l'écrit, c'est d'une part pour préciser ce qui nous a plu dans ce qu'on a fait, aussi pour préciser nos pensées, c'est-à-dire que ça nous aide aussi. Je pense que c'est un truc à écrire au fur et à mesure de la construction de jeu pour t'aider à construire ton jeu. Un fil rouge, quoi. Ouais. Tout à fait. Ensuite, de toute façon, on n'aura jamais un propos écrit de façon qui est totale, puisqu'il y aura toujours des choses qui vont nous échapper dans ce qu'on aura créé, puisque c'est le principe d'une œuvre d'art, c'est qu'on ne peut jamais tout expliquer. C'est même le principe d'un jeu. Voilà, d'un jeu. Mais je pense que de toute façon, quelqu'un qui prendra un jeu, de toute façon, s'il décide de ne pas suivre le propos, on sera pas avec un gun chez tous les gens qui ont le jeu et pour leur dire non, faut que tu fasses mon propos. Bah non, de toute façon, c'est pas limitant. Le propos, c'est un plus, c'est une orientation. Après, exactement. Si vous voulez c'est une orientation. Et ça permet aussi peut-être d'éviter dans des situations extrêmes un contresens épouvantable du jeu. Mais quand bien même la personne qui a le jeu dans la main décide de faire ce contresens, j'ai envie malheureusement de dire que on pourra rien y faire. Même en ayant bien écrit le propos, si la personne veut le jouer tel qu'elle a envie de le jouer, malheureusement, on ne sera pas là pour l'en empêcher. C'est pas bien. Ce que dit Flavie est tellement vrai. Décidément. Le podcast que je qu'on suis d'accord m'apporte mon chapeau en or. Mais
mais c'est parfaitement vrai pour Monostatos aussi, parce que on pourrait mal comprendre Monostatos et le comprendre comme un jeu de rôle fasciste, puisque c'est une personne seule qui doit libérer toute une ville d'un pouvoir étatique. On pourrait l'imaginer comme un jeu de rôle libéral. Donc en fait, le propos tel pardon. Donc mettre le propos, effectivement, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent après. Hein, je veux dire, je suis pas un fasciste. Les gens peuvent bien en faire ce qu'ils veulent après, mais au moins ils le font en pleine connaissance de cause. D'accord. Ouais, parce que la critique qui consiste à dire que en gros ça limite en liberté, tu réponds, mais pour ceux qui trouvent que le propos est limitant, laissez-le à part et jouez. Et tu penses que ton système est suffisamment bien rodé pour que le propos ressurgisse au cours de la partie après? Absolument. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, dire le propos m'a limité, c'est aussi, comment dire, quand on prend une base. Il y a assez de choses qui sont écrites dedans, livre de règles de jeu de rôle traditionnel. Faut qu'on s'habitue à dire ça, parce que apparemment la base, c'est quelque chose qu'on est les seuls à dire. D'accord, ok. Voilà. La base sidérale. Quand on prend un livre de règles traditionnel et qu'on le lit vraiment à fond, je veux dire, normalement, le livre de règles est fait de façon à ne laisser quasiment aucun espace vide. Normalement, beaucoup de choses sont expliquées, voire quasiment tout. Donc, de toute façon, s'il est bien fait. Sinon, on attendra le livre de règles numéro 2, numéro 3, numéro 4, ainsi que le paravent. Mais de toute façon, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que si on veut vraiment se dire mais là, j'ai pas assez de liberté, c'est vrai dans tous les jeux. Je veux dire, à partir de là, c'est à chacun pour selon ce que lui a envie de faire de prendre sa liberté dans le jeu qu'il va faire. Et de créer son propre jeu. Mais tu vois, c'est dommage, Fabien, quand même, que certaines personnes, en lisant ton propos, se ferment du coup au jeu, parce que même si... Enfin, tu vois, c'est bizarre comme attitude, je trouve, l'idée de se fermer parce que le propos... Moi, je m'en sens pas responsable. Non, d'accord, mais... Ouais, ok. Je trouve... Enfin... Je comprends pas, en fait, qu'un propos puisse priver de liberté, en fait. Parce qu'au pire, Moi non plus, je veux dire... Enfin... C'est tous les éléments d'un jeu. Si vous avez envie, vous pouvez complètement déstructurer Monostatos et en faire un truc. Mais ceci dit, ça montre que ces gens-là sont très respectueux des jeux auxquels ils jouent. Oui, parce que ça veut dire que du coup ils ont lu le propos, qu'ils veulent y jouer selon le propos, que le propos probablement ne leur plaît pas et que du coup ils ne joueront pas à Monostatos. Voilà. C'est tant mieux quelque part. Si le propos mais c'est au moins ça montre qu'ils sont respectueux. Voilà. Mais bon, moi je pense que c'est quand même bien d'écrire le propos pour, je vous dis moi, comme un fil rouge quoi. Moi ça m'aide. Exactement, ouais, pour la cohérence du jeu. Ouais. Alors Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce débat du propos qui enferme ou qui libère? Oui. Alors bon, là encore il y a deux choses. C'est vrai que les critiques qui sont formulées par rapport à Monostatos, si je les comprends, mais je ne les partage pas. Dans la mesure où un jeu ne peut pas se limiter parce que le propos est trop haut intellectuellement, parce que d'après ce que j'ai compris, c'était ça le problème de Monostatos. Si seulement. Je crois pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste des gens qui voulaient faire, en fait, qui aimaient. Moi, je pense que Vincent et Stéphane sont des gens qui adorent l'univers de Monostatos, le côté Égypte antique, le côté danse des sables, un peu mille et une nuits, mais un peu brutal à la Kratos, en fait, à la God of War, et qui en lisant le propos se sont dit oh mais merde, en fait je vais pas pouvoir vraiment profiter de cet univers-là parce que le propos du jeu c'est de montrer que l'homme est surhumain, et tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt ça en fait. Ce sont des gens qui auraient voulu explorer l'univers d'une certaine manière et que le propos invite j'ai envie de dire que dans ces cas-là faut pas jouer au Monostatos. Voilà. Exactement. Tu vois, donc c'était pas une question. Voilà, je suis entièrement d'accord avec cela. Qu'est-ce qui les empêche d'explorer l'univers comme eux le veulent, c'est-à-dire un peu s'approprier le jeu de rôle. Ouais. Et deuxièmement, si eux ça les limite, ça n'empêche pas les autres de jouer, donc ils n'y jouent pas, et point barre quoi. Est-ce que tu penses le point barre, on l'a entendu. Est-ce que tu penses que Cédric, est-ce que tu penses que le jeu de rôle permet de défendre des propos que la littérature ou que d'autres médias ne permettent pas? Oui, alors voilà, le jeu de rôle est soumis, en fait, comme tout média, à l'interprétation. Comme disait Fabien n'est pas un fasciste. Merci. C'est une critique qu'on a faite également à Alan Moore lorsqu'il a sorti V pour Vendetta. Donc, à savoir qu'Alan Moore est c'est un anarchiste, et on l'a critiqué, on l'a dit, voilà, V pour Vendetta, c'est un peu fascisant comme façon de voir la société. Donc, il y a ce problème d'interprétation. Et le jeu de rôle est soumis
les autres médias à interprétation. Peut-être même un peu plus, parce que du coup, il va être pris par un meneur de jeu et tout, donc il y a peut-être encore plus d'interprétation, non ? Enfin, par des joueurs, en tout cas. Je sais pas s'il y en a plus. C'est possible, parce que le jeu de rôle, en fait, va passer, alors contrairement au film ou contrairement au livre, il va passer par plusieurs intermédiaires, et notamment le problème du maître de jeu va se poser. C'est-à-dire, il y a le créateur du jeu. Le créateur du jeu va se voir approprier son jeu par le créateur peut-être du scénario. Le créateur du scénario va lui-même être approprié, le scénario va être approprié par le maître de jeu, et ensuite, ce que le maître de jeu va faire de tout ça va être approprié par les joueurs. Donc c'est dans ce sens-là peut-être où il y a plus de risques que les autres médias, parce qu'il y a plus d'intermédiaires. Ouais, d'accord. C'est le bouche à oreille qui corrompt finalement le... Ça fait un peu le téléphone arabe, quoi. Ouais, d'accord. C'est pour ça que peut-être que le jeu de rôle serait plus sensible à ce niveau-là. La deuxième chose... alors attends, je retrouve le fil. Par rapport au propos que le JDR peut défendre uniquement et pas la littérature ou d'autres médias. Oui, le gros point fort en fait du jeu de rôle, c'est à mon sens, c'est l'empathie du joueur. C'est-à-dire que tu as une relation qui va se poser entre le maître de jeu et le joueur, voire même implicitement entre le joueur et l'auteur, qu'il n'y aura pas dans un média commun, à savoir la littérature ou le cinéma. Pourquoi ? Parce que le maître de jeu, en fait, est là pour apporter sa propre vision des choses et peut même répondre, le cas échéant, à des questions du joueur sur le propos. C'est l'interaction là que tu soulignes, en fait. Moi, en train de bouffer une cuisse de poulet, qui va pouvoir m'expliquer sa vision de Watchmen. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a une relation, en fait, qui va être chouette, et qui va permettre d'expliquer beaucoup de choses. Et deuxièmement, de faire passer aussi beaucoup plus de sensations. Parce que chez le joueur, bon alors après il y a deux écoles au théâtre, soit tu te distancies complètement de ton personnage, et dans ce cas-là tu prends pas les sensations de ton personnage et tu es quelqu'un de froid, bref. Et t'as la deuxième école au théâtre qui dit que tu vas complètement te mettre dans la peau de ton personnage. Je pense que si tu fais ce deuxième choix, ça te permet de mieux ressentir en fait le propos qu'un média commun. Et ça, je pense que c'est une véritable force du jeu de rôle. C'est-à-dire que le propos passera beaucoup mieux. Parce que tu le vis toi-même, en fait. Touchera beaucoup plus que dans un média commun. Généraliste, on va dire. Et donc, dans le jeu vidéo, il n'y a pas un petit peu la même dimension, vu qu'il y a aussi de l'interaction? Alors non, parce que dans le jeu vidéo, quoi qu'on en dise, t'es pas complètement libre de tes mouvements. Ouais. Et si je joue à Tomb Raider, je peux pas aller pisser contre un arbre. C'est pas possible. Mais en même temps, le propos de Tomb Raider, c'est pas de nous apprendre comment pisser contre un arbre. Jeu vidéo, pardon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en même temps, le propos de Tomb Raider, c'est pas de nous apprendre comment pisser contre un arbre, c'est de nous faire explorer des contrées où tu es en solitaire. C'est un objectif, c'est pas forcément le propos. Mais c'est. Ça dépend. Dans le dernier Tomb Raider, le propos c'est qu'on peut se venger. Total, qui me permet justement d'explorer tous les recoins du propos que veut me faire passer l'auteur ou le maître de jeu. Dans le jeu vidéo, je suis enfermé, tandis que dans le jeu de rôle, je suis beaucoup plus vivant. Ouais. D'accord. D'accord avec cette vision, Fabien? Est-ce que tu penses que le jeu de rôle peut défendre des propos que d'autres médias ne peuvent pas défendre ou non? En tout cas, le jeu de rôle, en particulier le jeu de rôle à narration partagée, met les joueurs dans la position de faire leur propre choix, ou en tout cas d'essayer de travailler dans la direction. Donc, ils sont actifs dans la construction de la manière dont s'exprime le propos. C'est-à-dire que c'est par eux-mêmes que va s'exprimer le propos. Et à cause de ça, ça rend le jeu de rôle beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres médias qui sont plus, autoritaires. Le cinéma, par exemple, je trouve que c'est un média qui est assez autoritaire. Moi, en tout cas, pour la prise de position et la prise de pouvoir des joueurs, je suis exactement comme vient de dire Cédric, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'interaction, en fait. Parce que si t'as plus l'interaction, dans ce sens, il y a plus le parallèle entre la liberté dans le système et la liberté dans le monde. Tu vois ce que je veux dire, au sens métaphysique. Oui. Donc, Flavie, tu voulais ajouter quelque chose? De toute façon, l'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'on est plusieurs autour d'une table, chacun avec des opinions et des visions certainement très différentes, et que de toute façon, quelle que soit la notion, le propos que le jeu de rôle défendra, il y aura toujours des choses qui vont se rajouter vu qu'il y a de l'interaction humaine, auxquelles on n'aura pas pensé, qu'on n'aura pas prévu, et c'est ça qui rend les choses belles. Ouais. Ok. Bon, ça fait une extraordinaire conclusion. Merci à vous
d'avoir participé à ce podcast. Merci Fabien d'être venu aussi pour nous expliquer un petit peu de théorie, parce que ça fait du bien d'avoir un vrai théoricien. Je veux dire, toi, tu as vraiment des bonnes connaissances, des connaissances solides sur tout ce qui est narration partagée et tout ça. Avec Frédéric et Christophe, vous faites vraiment autorité en la matière quand même, faut le dire. Bon, donc j'apprends, je vais faire un peu œuvre de modestie quand même. Non, c'est bon, Frédéric c'est Frédéric et Christophe qui m'ont tout appris. Mais bon, vous entretenez aussi entre vous, vous faites du sport dans votre salle de sport c'est ça. Privée. Donc voilà, merci à Flavie, merci à Cédric d'avoir été avec nous par téléphone. Désolé aux auditeurs si le son était un petit peu bizarre. J'ai fait une tentative de montage au niveau du son, mais j'espère que ça vous a pas pété les oreilles. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on vous souhaite de bons jeux. Mettez des propos dans vos jeux et mettez-les volontairement. Faites l'effort de réfléchir, explicitez-le pour avoir un système de jeu, un univers, un système de résolution, des personnages, et dites-vous des éléments. Même si ça plaît pas le fait que vous ayez écrit un propos, de toute façon, si votre jeu est bien fait, il le défendra quand même. Voilà. Et puis, de toute façon, même si le propos plaît pas, c'est pas grave, les gens passeront leur chemin. Et avec une bonne cohérence, votre jeu sera. Mais je trouve quand même que le mieux reste que le propos, entre guillemets, se découvre par l'interaction avec le jeu et le système de jeu en général. C'est dommage quand on commence Monostatos de savoir ce que tu veux dire. Tu vois, parce que moi j'étais très content de te rencontrer en vrai, de faire le jeu sans vraiment savoir qui tu étais et de découvrir au fur et à mesure les propos que défendait le jeu. C'est aussi un plaisir, tu vois ce que je veux dire. C'est une position. Ouais, voilà. Bon, allez. À bientôt tout le monde. Jouez bien, râlez moins, c'est ça qui compte. À bientôt. Ciao. Salut.